Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps, il est l'heure pour moi, comme chaque dimanche, de vous proposer la review de l'épisode 2 de Dragon Ball Super. Enfin, chaque dimanche, je vais pas vous faire la review de l'épisode 2 chaque dimanche, mais la review de l'épisode de DBS. Vous savez que, depuis la semaine dernière, je me suis mis à refaire la review des épisodes de DBS depuis le tout début, en sachant que je n'avais jamais pu les faire en review sur ma chaîne YouTube, étant donné que ma chaîne a démarré en même temps que l'arc Mirai Trunks à peu près. Donc on a pas mal de bonnes choses à se dire, et vraiment je pense mes mots tout simplement parce que cet épisode 2 m'a surpris. Ça fait un petit moment que je l'avais pas revu, et dans ma tête cet épisode-là il était pas terrible, c'était les courses avec Vegeta et tout ça. Et finalement cet épisode-là racontait beaucoup plus de choses que ça. Visuellement il était plutôt réussi, et aussi au niveau de la bande son, il a introduit des sons qui sont devenus cultes récemment dans DBS, il y en a quelques-uns qui étaient déjà là. En plus avec quelques révélations, il y a Moshi, de manière rétrospective, on sait qui c'était, dans le fameux rêve de Beerus, le SSJ God, machin, il y a pas mal de choses intéressantes, et bien sûr, en fin de cette vidéo-là, mon avis rapide sur la VF de cet épisode de Dragon Ball Super. Les devins, j'espère que vous avez joué le jeu aussi, comme je vous l'avais dit, si vous voulez regarder chaque épisode de DBS un par semaine, ça prend pas trop de temps, comme ça, étant donné que DBS est terminé, ça vous fait quand même un épisode à voir chaque dimanche, le rituel est un petit peu conservé, et donc, pour vous parler de cet épisode-là, eh bien, je vous dirais que je pensais me retrouver face à un espèce de doublon de l'épisode 1, si je me fie à mes souvenirs, sauf que ça serait moins bien et beaucoup plus lent, et qui racontait beaucoup moins de choses. Et en fait, c'était tout l'inverse, c'était un espèce de doublon de l'épisode 1, mais en beaucoup mieux. Et encore, ce que je dis, c'est réducteur, parce que c'était plus qu'un doublon, c'était quand même la continuité du numéro 1, qui reprenait à peu près quand même les mêmes éléments que le premier, c'est-à-dire l'aspect retrouvailles avec les personnages, l'aspect on creuse dans l'intrigue parce qu'on nous présente un petit peu plus, parce qu'il y avait déjà eu le film 2 ans plus tôt sur Beerus, mais on nous représente ce personnage-là, sa relation avec Whis, ses capacités et en quoi il pourrait représenter un danger pour son univers, le numéro 7. D'ailleurs, Whis fait mention de l'univers 7 dans cet épisode-là. Un petit peu d'action, des combats, une petite démonstration de force de Beerus, sans trop savoir le juger non plus parce que son adversaire nous est inconnu. Donc un épisode très intéressant qui commence sur la planète de Kaio. Retrouvailles, je vous le disais, retrouvailles avec Kaio, avec Vegeta, Bulma, enfin beaucoup de personnages intéressants. Il est accompagné de Grégory et de Bubble le singe, et tout simplement pour nous mener vers la scène où Goku vient pour s'entraîner sur la planète de Kaio. Encore une fois, je le redis, mais ça c'est un mot que j'utiliserai beaucoup, surtout pour cet épisode 2 et pour l'épisode 1 de la semaine dernière, épisode retrouvailles. Remettez-vous dans la situation, dans le contexte, ça faisait des décennies qu'on n'avait pas revu Dragon Ball Super en tant que série télé animée. Et au final, ça reprend ce que l'on connaît basiquement des personnages, mais tu ne peux pas le reprocher à la série parce que imagine d'un coup, première retrouvaille avec Kaio et Goku, et c'est quelque chose de totalement différent, les deux sont super sérieux, ou je sais pas, les deux se font la gueule, bon c'est bizarre, non. La scène classique, Goku qui arrive sur sa planète, qui veut s'entraîner, qui veut bouffer encore une fois, et ça n'a rien de choquant. Là où c'était un petit peu différent mais intéressant, c'est de voir que dès ce deuxième épisode de DBS, la personnalité de Vegeta et sa relation avec sa famille a évolué. Une chose aussi que j'ai oublié de vous dire sur cet épisode 2, c'est que quand on le regarde aujourd'hui, on est en avril 2018, avec le recul que l'on a par rapport à l'épisode 131 tout ça de DBS, enfin tout DBS qui est terminé en animé, sauf si ça reviendra un jour, bon bref, mais le fait d'avoir ce recul-là te permet de comprendre beaucoup mieux les choses, et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été amenées ici, qui avaient l'air anodines et qui avaient l'air de rien du tout, qui en fait te laissaient présager beaucoup de bonnes choses à venir pour la suite. Comme ici, l'évolution du personnage de Vegeta. Pourtant, on n'est pas très loin, comme je le disais la semaine dernière, de la fin de l'arc-bout. Regardez, on est tellement proche que Vegeta honore sa promesse justement qu'il a fait à Trunks de le mener au parc et tout ça. C'est vraiment très proche dans le temps, mais malgré tout, comme lui fera remarquer plus tard Bulma, Vegeta a évolué. Il est, entre guillemets, moins méchant qu'il pouvait l'être avant, surtout depuis qu'il a eu cette période un petit peu de remise en question, de faire confiance en Goku. Vous voyez le thème de la confiance, c'est un thème de l'épisode 131 de DBS. Là, on le percevait pas trop, tu vois, mais c'est quelque chose qui a été amené de plus en plus dans Dragon Ball Super et qui est cool, tout en gardant le Vegeta fier de lui, qui fait son entraînement et tout ça et qui veut dépasser Goku. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a eu 2 éditions au Japon du dernier tome de Dragon Ball, vous savez, le 42e. Il y a eu 2 éditions, une dans laquelle Goku s'en va avec Oob et tout ça, et à la fin, il y a un message d'adieu, enfin, d'au revoir de la part de Toriyama, de remerciement. Et il y a une deuxième édition, je ne sais pas si je vous trouvais un screenshot ou pas, dans laquelle, au lieu du message de remerciement, c'est une version plus récente, bien sûr, eh bien, il y a une petite case avec Vegeta qui dit que finalement, il n'abandonne pas l'idée
de revenir sur le devant de la scène et de redépasser Goku. On a un Vegeta qui est typiquement lié à cette case, cette réédition de Dragon Ball, qui veut faire de son mieux, qui ne pense qu'à dépasser Goku, et c'était un petit peu ça le fil moteur de l'esprit de Vegeta dans cet épisode numéro 2, mais malgré tout, il fallait qu'il accompagne sa famille. Donc, forcément, une sortie de famille chez les Saiyans, c'est pas comme chez tout le monde, hein. Déjà, ils y vont en véhicule volant, et en plus de ça, Vegeta se met sur le toit histoire de, entre guillemets, s'entraîner. Il y avait un petit peu du pittoresque ou du ridicule ou quelque chose comme ça, tu vois, dans cette scène-là, limite parodique de ce que pouvait être DBZ, mais en même temps, ça te montre que cette famille-là, elle est pas comme les autres, et c'est tout à fait normal. Malgré tout, même si Vegeta essaye de prendre ses grands airs, de repousser sa femme et tout ça, une chose que vous pourrez constater, c'est un petit peu caché comme message, mais en fait c'est sous nos yeux, c'est que Vegeta participe à absolument toutes les activités avec sa femme et son fils. Ça, il ne l'aurait jamais fait à l'époque, rappelez-vous. Au moment où Bulma était enceinte de ce Trunks-là, Vegeta, lui, il était pas là, il était même pas sur Terre. Il était en train de s'entraîner pour devenir SSJ1. Là, Vegeta a toujours l'entraînement en tête, mais malgré tout, il ne le fait pas. Enfin, il en profite sur le vaisseau, mais bon, ça c'est des conneries. Mais il est là. Il mange la glace avec sa femme et son fils. J'allais dire sa fille, non, ça c'est pour plus tard. Il fait les petits jeux, je sais pas quoi. Il est dans le petit train. Même s'il marmonne, etc., il est pas content, il le fait. Chose qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Bon, malgré tout, un Saiyan reste un Saiyan et il a envie de bouffer. Donc, toute cette petite famille se retrouve au restaurant. Il commande des tas et des tas et des tas de plats. En plus, c'était drôle, la mise en scène. Parce que tout à l'heure, Vegeta venait de se prendre un poulpe en pleine gueule. Et là, il se reprend le poulpe dans l'assiette, il est content de le bouffer, mais il lui crache l'encre. Vegeta qui s'énerve, on pourrait même l'appeler de Black Vegeta, ça serait drôle par rapport à Goku Black. Bon, tout ça, c'est intéressant de voir cette psychologie du personnage de Vegeta qui a beaucoup encaissé dans cette journée pour faire plaisir à son fils, et c'était cool. Et c'est totalement dans la continuité de ce que DBS nous proposera par la suite, quand on voit un petit peu le Vegeta qui est proche de sa fille Bra. Proche, bon, c'est relatif, mais il était quand même beaucoup plus que Goku l'a été par rapport à ses propres enfants durant toute sa vie. Cet épisode-là était rempli vraiment fourmillé de bonnes idées à droite à gauche, chose à laquelle je ne m'attendais pas en le remettant du début, enfin en le revoyant une nouvelle fois aujourd'hui en 2018. Il y a un truc qui m'a fait rigoler, c'est quand d'un coup Bulma voit passer un bateau géant, un truc spécial croisière, tu vois, et qu'elle dit je devrais m'en acheter un pour mon anniversaire et tout ça, donc ça on sait que c'est pour Battle of Gods. Mais une fois que tu as vu la fin du tournoi du pouvoir, tu sais forcément que ça te fait penser à C17. C17 et son vœu d'avoir un bateau, sachant que Bulma va s'acheter un bateau similaire et qu'elle va ensuite le donner à C17. Rappelez-vous, à la fin de Dragon Ball Super, on voit une petite image avec le bateau et le logo de Capsule Corp dessus. C17 ne l'a pas demandé à Shenron et ne se l'est pas payé, il a pas les sous, hein. C'est Bulma qui lui a offert le sien de Battle of Gods. Limite, tu te dis que tout était là sous tes yeux et que tout était lié. Le vœu de C17, tu le vois passer sous tes yeux maintenant. Ensuite, dans l'épisode, là, c'est pas trop une phase concernant la psychologie de Vegeta, c'est plus une phase drôle pour nous montrer que bon, il a évolué, mais pas trop, tu vois. Faut pas non plus abuser, on est que dans le deuxième épisode de DBS. Et là, il y a la petite fête de soirée façon Club Med, je sais pas quoi, l'animateur. Et comme par hasard, ça c'est vrai dans la vraie vie, c'est toujours celui qui s'amuse pas sur qui l'animateur va dire « Eh toi, amuse-toi ». Ça c'est clair et net. Et finalement, il fallait pas s'attendre de Vegeta qu'il aille faire la danse. Il dansera pour Beerus, mais pas pour des mortels, tu vois ce que je veux dire. Et bon, phase d'énervement assez drôle, assez cool en même temps, parce que c'était drôle de le voir dégager son aura et tout ça, alors qu'il porte une chemise hawaïenne. Et de voir cette ambiance, ce changement d'ambiance, de voir que les vêtements ne sont pas les mêmes, de voir que les lieux ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que c'est pas une scène de famille dans Capsule Corp. C'est intéressant. Et ça, j'en ai pas parlé dans l'épisode 1 de DBS, mais c'était intéressant aussi. Même si c'était pas très loin du lieu familial, de voir Goku et Goten dans le champ en train de travailler, c'était mieux pour moi que de les voir dans la maison avec Chichi comme d'habitude. Ça change un petit peu, tout en t'apportant ce que tu connais de l'époque, et ça c'est cool, ça te montre que quand même ça évolue aussi bien dans la tête des personnages, mais la tête des personnages ça veut dire quoi ? C'est la tête de leur créateur, de leur scénariste. Donc tu vois que les méthodes de production d'un animé, de réalisation et d'écriture se sont quand même modernisées, et ça faisait plaisir à voir. Cet épisode 2 de DBS fait beaucoup d'efforts, sincèrement. Et je pense que si j'en avais fait la review à l'époque, j'aurais peut-être été moins gentil avec l'épisode que je le suis aujourd'hui. Donc vous voyez, selon le contexte dans lequel vous faites une review, votre avis peut un petit peu changer. Bref, j'arrête de bavarder, la suite de l'épisode, la deuxième moitié. Tout simplement, on en revient sur Beerus. Avec de manière très rapide, une apparition, il se ressasse son espèce de rêve prophétique dans lequel il voit le Super Saiyan God, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Mais ça, on s'en reparlera justement pour la fin de cette vidéo, parce que Beerus va en parler clairement, il va se rappeler du nom et tout ça. Donc dès qu'on y arrive, je vous en parle. Mais en tout cas, quand je vous disais que ça fourmillait de très très bonnes idées,
Eh bien, ce passage-là sur une planète qui nous est inconnue de l'univers 7, on en arrive avec un espèce de dinosaure, de dragon bizarre, ils l'ont appelé dinosaure. Il avait un petit peu des ailes ou je ne sais pas trop quoi, avec un espèce de petit peuple avec plusieurs yeux qui essaye de combattre justement ce dinosaure-là, mais en fait ça a l'air d'être juste pour pouvoir le bouffer. Il arrive leur chef qui tabasse le dinosaure aussi. Bon, vous allez me dire ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Ça prouve que, en fait ça me fait un petit peu penser à Star Wars. Star Wars, quand ils arrivent sur une planète, il se passe quoi? Avant d'avoir la bataille, avant d'avoir le méchant quoi que ce soit, ils découvrent les peuples. Eh bien là, c'est la même chose. Il y a cet aspect découverte sans que ça soit la grande aventure, c'est pas One Piece non plus. C'est même pas Dragon Ball sans le Z, tu sais, l'animé d'avant. D'aventure, non, c'est pas ça. Mais tu découvres un minimum ce qui se passe sur cette planète-là, sans avoir besoin que ça dure pendant 3 heures. Ça a duré combien? 1 minute? 2 grand max dans l'épisode, franchement. Mais c'était suffisant. Il y a des petites idées de chara-design qui sont mises en avant. C'est pas extrêmement révolutionnaire, mais ça t'apporte quelque chose et tu comprends un petit peu mieux l'univers dans lequel Goku et tous les personnages peuvent interagir, ils vivent et tout ça. Tu comprends mieux comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'y trouve, etc. Et là où ça va encore plus loin en termes de bonnes idées, c'est que ce peuple-là et leur chef, qui sont primitifs quand même, mais leur chef quand même, il a pas mal de ki en lui. Il est capable de voler, d'activer son aura autour de lui. Enfin, voler, je suis plus très sûr, mais oui, il peut voler, parce qu'après il s'est battu en volant contre Beerus. Il peut se transformer, il peut envoyer des vagues de ki carrément, avec sa bouche et tout. Donc c'est quand même assez évolué en termes de puissance, mais par contre ils sont primitifs et archaïques, y compris dans le langage. Cet épisode 2 fait plus d'efforts que le tournoi du pouvoir tout entier, c'est-à-dire que, aller dans le tournoi du pouvoir, on a des personnages de différents univers, de différentes races, de différentes planètes, de tout ce que vous voulez, et tous parlent le japonais. Alors que celui-ci et son peuple parlent un langage, un petit peu barbare, mais c'est un langage qui n'a rien à voir avec le japonais. Whis essaie de s'en rappeler, et du coup il lui parle comme ça, il s'adapte. Alors je comprends que quand tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnages et de races à présenter dans le tournoi du pouvoir, inventer une langue pour chaque peuple, c'est compliqué. Mais après, j'ai envie de te dire, quand tu crées quelque chose, derrière, faut l'assumer. On est bien d'accord. Et il y a plein d'œuvres, justement, qui le font. Quand vous prenez des trucs du genre, le jeu vidéo Monster Hunter qui a inventé la langue du monster ou des hunters, enfin, il y a un truc comme ça, mais c'est la langue du jeu. Il y a des langages qui existent dans des tas d'œuvres, de romans, de machins, surtout dans les œuvres Heroic Fantasy. Donc pourquoi pas Dragon Ball? Au final, ça aurait été cool, tu vois, qu'il y ait ce travail-là de fond qui soit fait. Il y avait le langage Namek, tu vois, dans Dragon Ball. Pourquoi on n'a pas eu des langages? Pourquoi est-ce qu'ils parlent tous japonais au tournoi du pouvoir, alors qu'ils viennent d'univers différents? Imagine si Jiren ne parlait pas le japonais, mais qu'il parlait autre chose. Moi, franchement, j'aurais trouvé ça cool, parce que le personnage, il aurait fallu le faire parler différemment. Soit par Vermouth qui interprète ou Toppo ou un ange, ou alors par simplement les traits de visage, les gestes, les sons, ça aurait été cool. Mais bon, malheureusement, le tournoi du pouvoir n'a pas pris cette direction-là, chose que l'épisode 2 a fait. Et sinon, si je poursuis justement dans cet épisode, Beerus débarque. Il est lassé de ce qui se passe, il en a marre, il va aller plus vite. Finalement, il s'en fout de bouffer le dinosaure, et il va se taper contre le chef de cette espèce de tribu ou de peuple. D'ailleurs, le combat est très très court mais dynamique, et ça c'était cool à voir. En parlant de dessin, d'animation et tout, l'animation, elle a progressé par rapport à l'épisode 1 à mes yeux. Je trouve qu'elle était moins raide que dans l'épisode 1, et sinon au niveau des dessins, c'est à peu près similaire à l'épisode 1, les designs sont à peu près tout aussi bons. La qualité des dessins, est toujours très valable et très très correcte, et la bande-son s'est nettement améliorée. On a une bonne partie, voire 70% des OST du premier épisode qui sont revenus, des trucs assez synthétiques et tout ça, mais on a des trucs un petit peu plus orchestraux qui peuvent être là, un petit peu plus instrumentalisés, tu vois, en termes de musique, comme par exemple quand Vegeta s'entraîne dans la salle de gravité, tu vois, j'allais dire la salle d'esprit du temps, non, la salle de gravité, sachant que celle-ci d'OST, c'est une OST qui a été reprise dans le tournoi du pouvoir et tout ça, hein, donc c'est vraiment du bon qu'il y avait dans cet épisode 2, et sinon, Beerus, que fait-il? Eh bien, il détruit cette planète-là, et au moment où il la détruit, eh bien, tu as la tension, en fait, qui est vraiment poussée. C'est-à-dire que déjà, tu pars dans le Kaioshinkai, et tu vois les deux Kaioshin. Tu vois Kibitoshin, qui n'est pas encore séparé. Je vous rappelle que cette séparation arrivera grâce à Porunga dans l'arc Champa contre Beerus, un petit peu plus tard. Mais finalement, Kibitoshin ne se rend compte de rien, et c'est le vieux qui se rend compte. Donc déjà, ça marque un petit peu la différence entre les deux. Et quand je vous disais qu'il y avait des choses un petit peu clin d'œil dans cet épisode 2 à la suite de DBS, eh bien le thé. Ça m'a fait rire de voir que le vieux Kaioshin se faisait proposer du thé par Kibitoshin. Ça m'a forcément rappelé la relation entre Zamasu et Gowasu. Gowasu, le Kaioshin un petit peu doyen de l'univers 10, qui adorait le thé et qui n'arrêtait pas de s'en faire proposer par son assistant Zamasu. Mais à part ça, ce qui fait monter aussi la pression, c'est que derrière, t'as Beerus qui commence à se rappeler, qui se rappelle en fait de ce qui s'est passé dans son rêve. Le fameux Super Saiyan God, ou Super Saiyan divin comme il le dira dans la VF, il apparaît même sous ses yeux, avec cette espèce de forme, d'aura, etc.
Et on sent que l'esprit de Beerus n'est plus trop captivé par la bouffe, bien sûr qu'il l'est, mais beaucoup moins, et qu'il veut rencontrer ce gars-là, le combattre, le tester, quelque chose comme ça. Je vous l'ai toujours dit dans mes reviews, Beerus a un petit peu cet esprit façon Saiyan, tu vois, de combattre et tout ça. Et maintenant que l'on a l'interview, la fameuse interview de Toriyama, je me demande quel est le sens de faire avoir ce rêve prophétique justement à Beerus en personne. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un autre personnage qu'il a eu ? Pourquoi en fait est-ce qu'il a eu un espèce de contact entre l'esprit de Yamoshi et Beerus? Parce que regardez, je vous lis l'interview que l'on a eue récemment dans le Weekly Shonen Jump de mémoire de la part de Akira Toriyama. Il lui avait été posé la question suivante. Et pourquoi Beerus cherchait le Super Saiyan God? Beerus a probablement eu des informations sur l'esprit de Yamoshi dans un rêve prophétique. Le fait est que c'est enregistré dans un livre Namek des légendes, car l'aîné des Namek est sûrement devenu ami avec l'esprit de Yamoshi. Donc la dernière partie sur le livre Namek, on en parlera dans l'épisode concerné, une fois qu'ils invoqueront Shenron et tout ça. Mais là, c'est la première phrase qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on a la confirmation que dans son rêve prophétique, Beerus a vu ou a eu des informations sur l'esprit de Yamoshi. Donc je voudrais faire une petite précision, il n'y a pas écrit que Yamoshi est entré en contact direct avec Beerus. Il n'y a pas écrit qu'il y a eu une connexion de leurs esprits ou quoi que ce soit. Il y a juste écrit que dans son rêve prophétique qui annonce quelque chose, Beerus l'a vu ou a eu des informations sur lui. C'est pas exactement la même chose, parce que s'il était entré en contact avec lui, ça voudrait dire que Yamoshi, c'était un petit peu volontaire de sa part, c'est pas arrivé comme ça. C'est-à-dire qu'il aurait voulu entrer en contact avec Beerus et que tout ça se produise. Ce qui pourrait être intéressant pour une sorte d'intrigue, un petit peu à la Aizen de Bleach, du genre « Ah, j'avais tout prévu ». Pourquoi pas, mais j'ai pas l'impression que c'est comme ça que Toriyama voulait nous le dire. C'est plus, entre guillemets, le hasard des choses, le hasard des prophéties, des rêves qui peuvent arriver à Beerus qui l'ont mené là-dedans. Et tout ça l'a mis sur la piste des Saiyans, de Goku, de Vegeta. Mais peut-être que ça l'a mis aussi sur une fausse piste, parce que comme le dit Toriyama, il a eu des informations sur Yamoshi. Toriyama n'a pas dit il a eu des informations sur Goku God ou je sais pas quoi. Donc en cherchant ce qui ressemble à Yamoshi et Seiji God ou ce que vous voulez, eh bien Beerus est tombé sur Goku. Donc c'est un petit peu une succession de hasards et de coïncidences et de prophéties qui a fait que Beerus en est arrivé à rencontrer Goku et que la suite des événements de DBS a pu se créer. C'est un petit peu comme la semaine dernière, je vous disais, sans la fameuse valise de Mister Satan, la rencontre, les Zéniths, tout ça, la rencontre Beerus-Goku n'aurait pas forcément eu lieu de la même manière. Enfin bon, on sent qu'il y a cet aspect un petit peu du destin, tu vois, il fallait que ça arrive comme ça pour que ça termine comme ça. Et sincèrement, les devins, je trouve ça super intéressant, donc je vais pas aller trop fort dans des prédictions un petit peu folles, mais j'ai l'impression que Toriyama veut nous mener vers quelque chose d'assez intéressant par rapport à tout ça. Surtout que quand on verra les visuels, je prends un petit peu d'avance sur la série, de Yamoshi une seconde fois, enfin ce qui est supposé être Yamoshi, eh bien on a l'impression qu'il ressemble plus à Vegeta, tandis que le Saiyan du film n'a pas l'air du tout de ressembler à Vegeta. Il a l'air d'avoir un design, le fameux film de décembre, il a l'air d'avoir un design qui est assez différent, assez original par rapport à ce qu'on a déjà vu dans la série. Il a une transformation à la Broly, mais en termes vraiment de visage et tout ça, il a l'air d'être tout à fait différent, tu vois. Parce que là, en fait, ce que je vous dis, c'est que je suis en train de faire du lien avec ma vidéo précédente dans laquelle je vous avais dit que c'était une vidéo de prédiction, les prophéties de Beerus et les prédictions de Saikyo, bon bref, blague à la con, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il se pourrait bien que le Saiyan du film ne soit pas Yamoshi, mais soit le Saiyan originel ou le descendant du Saiyan originel, tout comme Kale serait une descendante du Saiyan originel Univers 6. Eh bien, ça se confirme un petit peu, parce que quand on nous présente ce SSJ God, ce Yamoshi, ce machin, dans les débuts de DBS, il a une allure de Vegeta, alors que celui du film en est loin. Je vous disais que j'irai pas trop dans les prédictions qui sont folles, mais j'en ai une petite pour vous. Pour clôturer cette vidéo-là, avant de vous parler de l'AVF, eh bien, si celui du film n'est pas Yamoshi ni un descendant de Yamoshi, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, on aurait le Saiyan originel, et de l'autre côté, on aurait Yamoshi. Et ce qui serait très intéressant, qui ferait penser à Naruto Shippuden, je suis d'accord, mais qui serait intéressant quand même, c'est que Goku soit le descendant par exemple du Saiyan originel et que Vegeta soit descendant de Yamoshi, étant donné qu'on a vu les représentations de ce Yamoshi ont l'air très à la Vegeta. Donc pourquoi pas, ce qui expliquerait pourquoi le père de Vegeta, bon déjà il a ce physique là, et pourquoi cette famille là a eu certaines facilités à accéder au trône, à faire un coup d'état et tout ça, parce qu'ils avaient certaines prédispositions dans leur gène. Et ça expliquerait aussi pourquoi un gars comme Goku, même s'il est un Saiyan de bas étage à la naissance, il a pu quand même arriver à faire tout ça dans sa vie, et à atteindre, débloquer des pouvoirs divins, de l'ultra instinct, tout ce que vous voulez. Dites-moi en zone commentaire ce que vous pensez de ça, je pense que ça peut être intéressant les devins. Et sinon, pour clôturer l'épisode, bon,
on voit un petit peu tout le monde qui s'entraîne, la menace qui s'intensifie, même si Beerus ne sera pas une menace au final, mais en tout cas il se rapproche de plus en plus de la Terre, ça c'est clair et net, pour une rencontre imminente avec la Team Z. On le voit dans la prévue de l'épisode 3 que ça va pas tarder, parce que Bulma va lancer son anniversaire et tout ça, donc ça s'approche à très grands pas. D'ailleurs c'est pas un arc très très long, c'est moins de 20 épisodes de mémoire, donc tout va s'enchaîner très très vite, mais c'est pas plus mal comme ça évite trop de longueur. Les devins, je pense que ça s'est senti à ma voix, mais je suis vraiment très content d'avoir pu voir cet épisode et de vous en proposer la review. En voyant l'épisode, je me suis dit, mais putain, pourquoi est-ce que j'ai pas pensé ça de l'épisode à l'époque? Après, je me suis dit, c'est peut-être le fait d'avoir terminé DBS qui me fait réaliser certaines choses. Et je me suis dit, putain, mais c'est con qu'à l'époque, je faisais pas de review parce que je l'aurais fait avec plaisir, tu vois. En tout cas, c'est sur ça que cette vidéo se conclut. Non, j'allais oublier la VF, bien sûr. La VF, en quelques mots à peine, eh bien, franchement, ça confirme ce que je disais. C'est-à-dire que Beerus, c'est franchement quelque chose de bon en VF. Whis, ça passe très très bien aussi. Les anciens personnages, toujours très très bons. Il y a quelques soucis au niveau des traductions, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont encore plus enfantines que dans la version japonaise, ce que je regrette un petit peu, et il y a certaines traductions ou expressions qui sont utilisées, qui sont un petit peu bizarres. À un moment, je sais plus exactement, mais t'as par exemple Beerus qui se bat contre le mec là, le chef des barbares, je sais pas quoi, et qui lui dit ne me prends pas pour un rat, enfin, il fait un jeu de mots avec les rats, alors que lui c'est un chat. Bon, ça fait très enfantin, tu vois, mais sinon, à part ça, très très bon. Et je reviens sur un détail de la semaine dernière par rapport à la voix du petit Trunks. Comme je le disais, j'y accroche pas à cette voix-là. Et la semaine dernière, vous avez été nombreux à me dire, oui mais attends Saikyo, tu dis n'importe quoi. Le petit Trunks, il est doublé comme dans DBZ par Brigitte Lecordier, tout comme Goku petit, comme Goten petit, Gohan et tout ça. Sauf que non les devins, là vous vous trompez en fait. Enfin ceux qui m'ont dit ça, vous vous trompez parce que le petit Trunks dans DBS, en tout cas pour le début, pour la deuxième moitié de DBS, je sais pas parce que j'ai pas suivi la VF, mais là, dans ces épisodes-là, et j'ai été vérifier l'information, le petit Trunks, il est doublé par Madame Anouk Aubois. Il n'est pas doublé par Brigitte Lecordier. Comparez vraiment la voix de petit Trunks dans DBZ à celle qu'il peut avoir dans ce DBS, vous verrez que c'est totalement différent. Et je peux vous dire, avec tout le respect que j'ai pour cette dame-là qui le double, que franchement, Brigitte Lecordier faisait 100 fois mieux le travail. Sinon là, j'en ai fini pour de bon les devins sur cette vidéo-là. Une review que je vous ai présentée avec beaucoup de plaisir. J'espère que cet épisode-là et cette review vous a plu. Je vous remercie déjà d'avance pour tout le soutien que vous m'apporterez par le biais de vos likes, vos fameux j'aime. C'est super important pour moi, pour ma chaîne YouTube et je vous en remercie du fond du cœur. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.